Bonjour à toutes et bien à tous et à toutes et bienvenue à cette rencontre conférence Liège créative pour ce sujet qui nous plonge au cœur d'une préoccupation qui n'est plus tout à fait neuve mais qui tend à prendre de plus en plus d'ampleur, particulièrement d'ailleurs avec accélération depuis 1 an et demi, 2 ans. On va parler de la digitalisation dans le secteur des soins de santé ce matin à Liège créative. Alors cette évolution ou révolution, comme le disent certains, mais contient et comporte beaucoup de défis techniques, technologiques, mais aussi sociétaux et humains, vous le savez. Dès qu'on aborde les innovations numériques dans le domaine de la santé, émergent des questions éthiques, des questions aussi liées aux usages qui est fait des données médicales recueillies notamment. Et donc aujourd'hui, précisément, notre volonté, c'est de croiser un regard à la fois médical et juridique sur la télémédecine, les données personnelles et l'intelligence artificielle. C'est le titre qu'on a donné d'ailleurs à cette conférence. Et pour le faire, nous avons réuni 3 intervenants que je vais vous présenter. Tout d'abord, le professeur Cole, directeur du département de gestion du système d'information au CHU de Liège. Il est également professeur en faculté de médecine à l'Université de Liège, membre de l'Académie royale de médecine de Belgique. Ses travaux portent principalement sur l'exploitation des grandes bases de données cliniques, l'intelligence artificielle en médecine, la sécurisation des réseaux intra- et interhôpitaux, ce n'est pas rien. Et nous l'avions interrogé l'année dernière dans le cadre d'une lettre thématique que nous avions consacrée à la liberté, et on le questionnait sur la liberté d'usage des données médicales. Alors aujourd'hui, on va l'entendre, il va introduire cette rencontre conférence en nous disant plus précisément où en est le CHU dans son processus d'informatisation, gros dossier sur lequel il travaille d'ailleurs depuis plusieurs années. Il va nous dire un petit peu, nous faire un état des lieux de la situation actuelle dans notre hôpital universitaire. Et après son intervention, nous entendrons alors deux autres points de vue. Les deux intervenants que je vais vous présenter tout de suite ont construit leur intervention sur base d'un dialogue, de sorte de vraiment faire émerger, je dirais, le côté pile et le côté face de la problématique des données dans le champ médical, puisque les risques liés aux innovations dans le secteur médical sont un peu le miroir aussi des bénéfices. Et donc, ils ont vraiment construit leur intervention sur base d'un dialogue à deux voix. Et je vous présente donc Jérôme de Coman. Peut-être qu'il peut faire un... Je ne sais pas si les noms s'affichent chez vous, en fait. C'est vrai que je n'ai pas proposé au professeur Cole de se présenter, mais peut-être le reconnaissez-vous aussi. Donc Jérôme, voilà, qui vient de lever la main. Merci. Jérôme est assistant doctorant au sein du service de droit européen à l'Université de Liège. Et je dirais qu'il vient de se faire décerner un prix, Best Junior Paper Awards, n'est-ce pas Jérôme? Il ne s'en est pas vanté, hein, c'est moi qui l'ai vu dans une news de l'Université de Liège, pour ses recherches principalement, enfin précisément, qui portent sur la réglementation des technologies d'intelligence artificielle. Et je peux vous dire que c'est vraiment un sujet qui le passionne, parce que j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte en préparant la conférence. Et il croisera cette passion, enfin cette préoccupation qu'il a avec Jean-Baptiste Duquesne, qui est chef de clinique adjoint en pneumologie au CHU. Il a axé son travail de fin d'études sur les usages pour les patients en pneumologie d'un outil digital dit de compagnon de santé, je pense qu'il l'évoquera, ce qui lui a permis vraiment, lui aussi, de se spécialiser par rapport à cette problématique qui le préoccupe beaucoup et pour laquelle il a vraiment, je pense, l'ambition d'attirer chacun sur l'esprit critique que cette situation doit éveiller pour que ces données et ces innovations soient vraiment au bénéfice d'un progrès et voilà, sans dérive, je dirais. Merci beaucoup. Ben, rebonjour à tout le monde et encore félicitations à Delphine et à tout le groupe de Liège Créatif pour l'organisation de ces conférences auxquelles j'ai participé de nombreuses fois, que ce soit comme orateur ou comme auditeur ou spectateur, si je puis dire. C'est toujours de très grande qualité et je crois que c'est important pour l'université et pour l'environnement. Et donc, brève introduction à propos de la télémédecine, de l'intelligence artificielle et des données personnelles. D'abord, pour rappeler brièvement que le CHU de Liège, je vais diminuer, OK, est un hôpital donc universitaire, comme vous savez, public pluraliste. C'est en fait le seul hôpital académique de Wallonie, dans la mesure où les autres 6 hôpitaux académiques de Belgique
sont en région flamande ou en région bruxelloise. Saint-Luc est en région bruxelloise. Le Montgodine n'est pas considéré comme un hôpital universitaire au sens strict du terme. Nous avons près de 1050 lits. Nous avons augmenté depuis que nous avons repris le centre de Fréthur il y a 3 ans, et environ presque 6500 employés à peu près, dont près de 1000 médecins et 2000 infirmières. Nous avons une activité sur 8 sites, donc 4 sites d'hospitalisation. Donc les sites d'hospitalisation étant le Sartillement, Notre-Dame-des-Bruyères, Ourtemblève, donc Esneux et Fréthur, avec des pôles d'activité spécifiques en fonction du site. Et nos missions sont quadruples: dispenser évidemment les soins de la plus haute qualité, ou d'une qualité optimale, dirons-nous, prendre en charge des pathologies complexes spécifiques aux nouvelles, ce qu'on appelle parfois aussi des centres de référence tertiaires. On va voir évidemment comment ça va évoluer dans le cadre de la mise en place des réseaux hospitaliers. Nous sommes à la tête du réseau ELIPS. La recherche clinique, la mise au point et l'évaluation de nouvelles techniques médicales, et l'enseignement. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu les différentes fonctionnalités d'un dossier patient informatisé, il existe des échelles d'évaluation de la maturité de ce déploiement, et en particulier l'échelle Electronic Medical Record, EMRAM, d'une firme américaine qui s'appelle IMS, Healthcare Information Management System Society, qui, outre l'organisation de congrès, a développé donc des modèles analytiques, dont le modèle EMRAM, qui est un modèle intra-hospitalier. Il existe aussi d'autres modèles qui vont plutôt analyser l'informatisation dans le cadre de la continuité des soins, également extra-hospitaliers. Alors, vous voyez que ce modèle EMRAM a une échelle qui est graduée de 0 à 7, 0 étant aucune informatisation et 7 étant un dossier complet dans toutes ses fonctionnalités, avec un circuit du médicament sécurisé, et surtout, ce qui est intéressant au niveau 7, c'est un entrepôt de données, un data warehouse, qui est exploité et pour lequel on doit démontrer aux inspecteurs que l'on utilise ces données pour améliorer la qualité des soins. Il y a très peu d'hôpitaux en Europe qui ont atteint le niveau 7. Nous avons atteint en 2016, il y a 5 ans, donc déjà maintenant, le niveau 6. Donc on est à, je dirais, une étape du niveau 7 qui nécessitera probablement un déploiement d'un autre DPI pour y arriver. De toute manière, le niveau 6 nécessite aussi une recertification. Alors, cela signifie que nous avons en fait toutes les fonctionnalités du dossier patient informatisé. On a commencé ce déploiement en 2004, donc vous voyez, ça fait plus de 15 ans, 17 même. C'est un long processus. Nous partions de rien, donc en termes d'informatisation, ce qui peut aussi être plus simple, parce que quand on remplace un système qui est déjà en place, ben évidemment, on ne peut pas se permettre de le déployer sur une période aussi longue. Nous sommes depuis longtemps complètement paperless, filmless également. De nombreux appareils de production d'images ou de données sont intégrés, comme vous le voyez notamment dans le cadre du lot 2. Nous avons une gestion des rendez-vous patients, avec la possibilité également de prendre rendez-vous par Internet, une gestion des lits en temps réel, une gestion des soins qui est déployée complètement en ce qui concerne le dossier infirmier informatisé, le dossier paramédical, une prescription de biologie clinique et d'examen complémentaires, et un plan d'administration, une prescription du médicament. Vous voyez que ce qu'on a appelé le lot 4 et le lot 5 sont en voie de finalisation. Pour ce qui est du circuit du médicament, nous sommes à peu près à 95% du déploiement. Bon, les dernières unités sont souvent les plus difficiles, soit parce que les fonctionnalités sont particulièrement complexes. On pense par exemple à l'hôpital de jour oncologique où le patient revient à intervalles très réguliers, ou parfois parce qu'il y a une résistance, un peu comme les derniers villages gaulois, qu'il faut progressivement encercler, ce que nous faisons. Alors, de manière plus globale, il y a évidemment, en particulier en matière d'informatisation médicale et au sens plus ciblé de l'intelligence artificielle, toute une série de facteurs qui favorisent l'innovation. Et je pense qu'il faut rappeler que l'innovation numérique en santé est loin de se résumer à sa dimension technique ou scientifique, et en fait, elle est très multiple et elle intègre une innovation d'usage. Et
ce terme d'innovation d'usage est important. Nous allons le voir de manière positive, généralement, mais ça signifie aussi des changements pour l'utilisateur. On parle ici de milliers de personnes dans un hôpital de la taille du CHU de Liège, et qui dit changement dit résistance au changement. Donc, c'est important de bien accompagner l'utilisateur dans ce cadre. Les technologies évidemment médicales, que ce soit le développement ou l'administration du médicament, les procédures diagnostiques ou thérapeutiques, qu'elles soient chirurgicales ou médicales, les systèmes de soins, les dispositifs médicaux ont évolué de manière profonde mais aussi rapide au cours de ces 30 dernières années. Énormément de techniques de mise au point diagnostique ou de traitement qui n'existaient pas il y a 30 ans ou 20 ans et même auxquels on ne songeait pas. Alors, à quoi est due cette évolution? Elle est liée à de multiples facteurs, parmi lesquels nous allons en retenir 4. Le premier, ce sont les progrès dans les domaines non médicaux qui immanquablement, que ce soit par l'informatisation ou par l'évolution de l'ingénierie, de l'intelligence humaine, etc., vont impacter le domaine médical. Le deuxième, c'est la surspécialisation médicale. Il y a 30 ou 40 ans, on parlait en grande partie de médecine interne générale, par exemple, ou de chirurgie générale. On est de plus en plus dans la spécialisation et même la surspécialisation, avec des côtés positifs, parfois peut-être un peu excessifs. Le troisième élément important, c'est que le patient a de plus en plus accès à l'information. C'est la vulgarisation médicale. Alors, c'est positif dans la mesure où le patient est probablement davantage, grâce à cela, acteur de sa propre santé, que ce soit en prévention ou en traitement. On voit bien entendu le danger que ça représente, par exemple, quand on voit les campagnes anti-vaccination, qui pour la plupart sont basées sur des arguments qui sont tout à fait non recevables, pour ne pas dire complètement farfelus sur le plan scientifique. Et le moteur industriel, évidemment, qui va nourrir la recherche, la réflexion, et je suis quelqu'un qui est extrêmement convaincu de l'importance du partenariat public-privé. Les grands développements ne pourront se faire, ne pourront continuer qu'avec des investissements publics et privés qui doivent avancer main dans la main. Alors, dans ce cadre-là, un élément important, c'est la prise en charge ambulatoire du patient. Et nous devons évoluer progressivement d'un modèle qui est hospitalocentrique à un modèle qui est centré sur le patient. Je m'explique, le patient, il a généralement des antécédents, une histoire, la plupart du temps, surtout avec un patient qui vieillit, qui est plus âgé, qui souffre d'un certain nombre de pathologies connexes, qu'on appelle les comorbidités, diabète, insuffisance rénale, respiratoire, cardiaque, antécédents oncologiques, polytraumatisme, que sais-je encore. Et ce patient, après son traitement à l'hôpital, il aura un suivi la plupart du temps, que ce soit des chroniques, que ce soit subaigu, etc. Et donc l'informatisation doit également prendre en charge cet aspect, et c'est extrêmement important. Alors, outre la nécessité de répondre aux 2 points que je viens de soulever, donc qui sont le vieillissement de la population et la chronicisation de multiples pathologies, nous devons également répondre à la réduction des ressources mobilisées par rapport à la chirurgie classique et en conséquence le shift qui est nécessaire dans un certain nombre de cas vers la chirurgie ambulatoire, l'hôpital de jour si vous voulez, à la nécessité d'adaptation aux besoins individuels des patients, à l'implication du patient dans la prise en charge de sa santé, ce qui parfois nécessite aussi de veiller à ce qu'on appelle la littératie numérique, surtout pour les personnes âgées, et de répondre à la possibilité d'une auto-évaluation des paramètres pour prévenir les complications. Et là, évidemment, la télémédecine, de nouveau, joue tout son rôle. Alors, quel est l'objectif de la télémédecine? Et mes collègues vont certainement développer cela en profondeur. Bon, son objectif n'est pas évidemment de se substituer aux pratiques médicales traditionnelles. On ne va pas fermer une partie d'un hôpital pour cela, ce n'est pas réaliste, ce n'est pas l'objectif. Mais l'objectif de la télémédecine, c'est de faciliter l'accès de la population à des soins de proximité. Alors, c'est évidemment particulièrement vrai dans des pays de taille très large comme le Canada, les États-Unis, la France, etc. En Belgique, on a probablement, en termes de proximité, davantage accès, encore que, quand on est dans des territoires comme le sud de la Belgique, les distances sont parfois significatives.
D'autre part, ça permet de répondre à l'insuffisance des personnels médicaux et de renforcer les missions des établissements de santé. Et en Belgique, ça fait partie du plan d'action e-santé 15-18 et en particulier du point d'action 19 qui s'inscrit dans la définition d'un programme accélérateur pour la mise en place des dossiers patients informatisés, les DPI hospitaliers. Alors, le Covid, évidemment, a amené une accélération considérable et d'ailleurs, avant 2018, enfin, avant début 2020, il n'y avait pas de remboursement en Belgique de la téléconsultation. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de télémédecine, mais par exemple, la téléconsultation n'était pas remboursée, contrairement à la France, par exemple, ou aux États-Unis, au Canada, où ça existait depuis, en termes de remboursement, depuis plusieurs années. Alors, les paramètres à prendre en compte, évidemment, c'est le cadre juridique et déontologique, les tarifs, et je reviens à la notion de remboursement, l'accessibilité, le respect de la vie des patients et la possibilité de partage électronique des données via les dossiers des patients. Il est essentiel que le médecin ou l'infirmier, le paramédical ne doivent pas faire le travail deux fois, c'est-à-dire d'encoder des données pendant la téléconsultation et puis devoir le faire ultérieurement. Donc ça, c'est important, évidemment, sur le plan organisationnel. Alors, deux exemples de télémédecine au CHU de Liège pour terminer. Le premier, c'est le projet Téléstroke, qui est en place depuis quelques années, qui est, dans mon esprit, vraiment essentiel, qui est un outil d'assistance à distance pour la prise en charge rapide des accidents vasculaires cérébraux et qui va permettre en fait aux neurologues qui est de garde. Il y a toujours un neurologue de garde au CHU 24 heures sur 24. Évidemment, sans ça, ça n'a aucun sens de développer un projet Téléstroke. Et l'intérêt de pouvoir discuter avec le patient par visioconférence pour pouvoir notamment évaluer les symptômes dont se plaint le patient. Des déficits moteurs, des déficits sensitifs, des déficits d'expression verbale ou d'autres, etc., d'orientation par exemple. Ça permet de réduire le temps entre le diagnostic de l'AVC, la réalisation de l'IRM, donc de l'examen de résonance magnétique nucléaire, et la prise de médicaments. Donc, par exemple, une fibrinolyse. Et puis ensuite, donc, la fibrinolyse va être injectée avant que le patient ne soit transféré d'un hôpital périphérique. Et puis, il sera ensuite transféré vers un hôpital disposant d'un service d'angiographie, par exemple le CHU, mais pas nécessairement, ce qui permet d'avancer, peut-être de faire une aspiration de thrombus ou de continuer la fibrinolyse de manière plus ciblée. Et pour prendre une métaphore, je veux dire en termes d'AVC, time is brain. Hein, donc, plus le délai est court, plus les séquelles seront probablement limitées, voire inexistantes. Le deuxième projet que je citerai est le projet Téléspot qui permet de faire un diagnostic par un dermatologue d'une image cutanée pigmentée. Vous voyez l'exemple à gauche sur la diapositive et le docteur Duquesne en fera une présentation, donc je n'en parlerai pas plus avant. Nous allons maintenant donc accueillir, comme l'a dit Delphine Buchet, deux intervenants, le docteur Duquesne et le collègue Jérôme de Coman, qui est assistant doctorant à l'université. Je vous remercie de participer à cette conférence. Je vous remercie à l'équipe Liège Créative de m'avoir permis de l'introduire et je passe la parole aux autres intervenants. Merci pour la présentation. Oh, pardon. Désolé, je m'excuse, mais ma connexion Internet est parfois difficile, donc n'hésitez pas si jamais il y a le moindre souci, mais normalement, ça va aller. Donc, par rapport au plan de la présentation, on a décidé de diviser en deux parties principales, notamment la première partie qui concerne la télémédecine. On va commencer par la définition, un peu d'informations générales. On va donner deux exemples liégeois et faire un petit point sur les remboursements. Ensuite, on va parler plus précisément de l'interaction de l'intelligence artificielle et la télémédecine pour finir par une conclusion. Hop, je peux te demander peut-être de passer la dia. Merci. C'était, désolé, à cause de le problème Internet, je peux te demander de repasser sur la dia définition, s'il te plaît. Merci. Donc, au niveau de la définition, on a décidé d'utiliser celle
de l'OMS, c'est-à-dire une définition qui est souvent citée, un peu vieille, mais qui reste quand même bien d'actualité. Donc, qui propose comme définition la pratique de la médecine aux moyens techniques de communication de données, notamment pour la fourniture de soins médicaux, consultation, diagnostic, traitement, formation et transfert de données médicales. Vous voyez que dans cette définition, il y a d'ailleurs 2 fois le terme données. Au niveau des différents types de télémédecine, c'est assez difficile de faire la part des choses parce que la plupart des intervenants proposent parfois leur propre définition. Donc, ici, j'ai choisi celle du docteur Pierre Simon, qui est souvent citée également, qui fait la distinction entre la télémédecine plus clinique et la télémédecine informative, avec 5 grands chapitres dans la télémédecine clinique, avec la téléconsultation, la expertise, dont par exemple la consultation du neurologue pour l'AVC à distance, le télémonitoring, c'est-à-dire le suivi des patients à distance, la téléassistance, quand un médecin assiste à un professionnel non médical, ou le téléconseil qui lui est plutôt dans le cadre de la régulation. Ensuite, il y a tout ce qui est plutôt le volet informatique, que ce soit plutôt notamment par rapport à des protocoles de prise en charge ou même tout simplement la diffusion de savoir médical à tout un chacun. Au niveau des opportunités et des défis, déjà, je pense que ces nouvelles technologies ne vont pas venir remplacer les pratiques existantes, mais vont plutôt s'articuler avec notre quotidien. Elles proposent beaucoup d'opportunités, beaucoup de défis. On ne va pas tous les détailler parce qu'on n'aurait pas le temps et ça serait être trop superficiel. Donc, on va plutôt donner un exemple, notamment par rapport à la fourniture d'informations personnalisées, le fait d'augmenter la coordination des soignants et l'autonomisation du patient. Et ensuite, on discutera plutôt alors de tout ce qui est données médicales, que ce soit au niveau de la base de données, de la protection des données médicales, et enfin, par rapport un petit mot sur les biais cognitifs. Est-ce que je peux demander? Oui. Merci. Donc, ici, je vais vous donner juste un petit mot à titre d'exemple de mon TFE. Je me suis associé avec une entreprise ici à Liège, des développeurs à Liège, qui ont proposé un compagnon de la santé qui est utilisable pour plusieurs pathologies, qui permet notamment de faire des téléconsultations, télémédecine. Et dans mon cas, on s'est associé pour faire un petit projet d'autonomisation des patients atteints de BPCO. La BPCO, c'est une maladie respiratoire chronique qui présente des exacerbations, c'est-à-dire des dégradations aiguës qui sont importantes de repérer parce que d'une part, ça diminue la qualité de vie du patient et d'autre part, ça engendre des coûts et une mobilisation du personnel médical. Au niveau de l'application, une fois que téléchargé, le patient a accès à un menu qui le guide vers la possibilité d'une télémédecine plus informative avec la proposition d'articles personnalisés, vérifiés, qui leur expliquent des informations par rapport à leur maladie, leur système d'inhalation, etc. Et alors, ils ont la possibilité d'encoder leurs paramètres et de répondre à 5 questions, dont l'objectif est, via un algorithme dans l'application, d'aller repérer ces exacerbations. Donc, un exemple d'autosurveillance. Ici, le patient est autonome. Malheureusement, à cause de la pandémie, on a été limité à 14 patients. Néanmoins, on avait quand même pas mal d'informations et notamment, on était très satisfait du taux d'utilisation avec des patients qui étaient très enclins à utiliser notre programme et qui ont signalé notamment une amélioration au niveau des symptômes et au niveau de la prise du traitement. Un autre exemple qui avait déjà été cité par le professeur Cole, c'est l'exemple Télespot, donc le docteur Damsin, qui est assistant ici en dermatologie, qui a mis en place avec ses collègues la possibilité pour le médecin traitant d'envoyer des images de lésions cutanées via une caméra qui recevait envoyée par le CHU, donc un télédermoscope, qui s'accroche au niveau du smartphone et donc le médecin traitant envoie des lésions qui l'embêtent. Le dermatologue, le matin, avant de commencer sa journée, regarde les différentes lésions envoyées par les médecins traitants de la région et va sélectionner les patients à voir en priorité pour accélérer et mieux trier la prise en charge de nos patients liégeois.
Par rapport au remboursement de l'INAMI, donc il y a une grande avancée qui a été faite en juin 2020 dans le contexte de la pandémie par rapport à tout ce qui est remboursement des prestations à distance. Ici, vous voyez une copie d'écran du site de l'INAMI qui propose un code qui a été fort utilisé au début pour le remboursement, notamment au niveau des médecins traitants et des urgentistes, pour la gestion des patients COVID. Mais il n'y avait pas que ça, il y a aussi un code qu'on peut toujours utiliser maintenant, qui est le 10 11 35, qui est un code qui nous permet de faire des téléconsultations. Ce code est d'ailleurs disponible ici au CHU. En termes d'obligation, c'est une vraie consultation. Ce n'est pas juste un coup de téléphone pour demander comment ça va. Il faut un vrai contact et rédiger un rapport de consultation en bonne et due forme. Ce code est plus logique à utiliser avec des patients chroniques qu'on connaît bien plutôt qu'avec des nouveaux patients. Et d'ailleurs, je pense qu'ici au CHU, on n'a jamais de première consultation qui se fait à distance. Il y a d'autres codes qui sont disponibles, je ne les ai pas notés, mais notamment tout ce qui est psychiatrie, psychologue. Et alors ici, en revalidation, par exemple, ils utilisent beaucoup avec les kinés pour faire de la télérevalidation à distance. On a aussi tout ce qui est remboursement par rapport aux applications, qui est la dia suivante. Ce remboursement, il y a un bug chez moi. Non, ouais, ok. J'espère que vous voyez la dia. Donc, c'est un remboursement qui est sur base d'une... non, juste avant. Voilà, la pyramide. C'est un remboursement qui est sur base d'une pyramide. C'est-à-dire que les développeurs ont la possibilité d'introduire une reconnaissance via la plateforme MS Belgique, qui est un site officiel parrainé par l'INAMI, si je ne me trompe pas, et qui propose cette fameuse pyramide. Les intervenants doivent graver les échelons. Le premier, c'est d'être un dispositif médical certifié CE. La deuxième, c'est d'être connecté et d'être sécurisé. Et la troisième, c'est de montrer une efficacité prouvée scientifiquement. Après seulement la troisième étape, ils peuvent être financés par l'INAMI. Actuellement, si vous allez voir sur leur site, il y a 34 applications qui sont reconnues, mais il n'y en a encore aucune qui a atteint le troisième palier. Ça, c'était pour tout ce qui était plus télémédecine en général. Après, on a décidé de faire un point avec l'intelligence artificielle parce qu'on retrouve une interdépendance par rapport à la télémédecine, des interactions. En termes de définition, j'ai choisi celle pour l'intelligence artificielle comme des programmes informatiques qui sont dits complexes, capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine, notamment des raisonnements et dans ce cas-ci, qui nous intéresse peut-être un peu plus, l'apprentissage. Donc, l'apprentissage de l'intelligence artificielle se fait surtout via le machine learning, c'est-à-dire une capacité presque autonome d'apprendre et notamment ce qu'on appelle le deep learning. Je ne fais pas les détails parce que ça sort peut-être un peu du cadre de cette présentation, mais qui reste pour moi, peut-être que certains ne seront pas d'accord avec moi, mais qui reste pour moi d'une part guidé par l'humain sur base de données, souvent beaucoup de données qui, à nouveau pour moi, sont fournies par l'humain et donc l'humain garde quand même une mainmise par rapport à l'efficacité ou non de l'intelligence artificielle. Au niveau de la récolte des données, ce sera un grand défi, je pense, qui va pouvoir éventuellement être aidé par la télémédecine. En effet, avec tous nos programmes, on va récolter beaucoup de données qu'on pourra rassembler pour les fournir pour l'apprentissage de l'intelligence artificielle. Néanmoins, cette récolte de données va, à mon sens, être relativement compliquée. En tout cas, elle doit être réfléchie. On va, par exemple, devoir harmoniser les données pour les rendre lisibles par la machine. Il y a un risque qui nous fait quand même un peu peur, nous, en tant que médecins, c'est l'aspect médecin dactylographe, c'est-à-dire devoir encoder des termes précis pour qu'ils soient utilisables par la machine. On a un petit exemple par rapport à ça concernant, par exemple, l'ICD-10, qui est un moyen, codé pour encoder nos diagnostics, notamment via les urgences. Et parfois, c'est difficile de trouver le bon terme pour le bon diagnostic. À côté de ça, il faut évidemment assurer une récolte
de qualité de données, que ce soit la récolte ou les données, il faut que les deux soient de qualité, éventuellement interconnecter les capteurs. Il faut également que le patient utilise les capteurs et il faut que le transfert soit sécurisé. J'ai choisi un petit exemple pour concrétiser les différents propos. À nouveau, j'utilise la maladie, la BPCO, donc, qui se traduit en anglais par Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD. Une équipe américaine en 2017 a essayé de développer une intelligence artificielle, enfin pas essayé, a développé une intelligence artificielle pour détecter ces fameuses exacerbations. Ils ont commencé par éduquer la machine en présentant 101 patients fictifs qui sont caractérisés par 4 médecins sur base de 31 paramètres. À nouveau, pour moi, il y a toujours une intervention humaine, vu que les patients sont caractérisés par les médecins, et à nouveau sur une base de 31 paramètres qui sont choisis par les investigateurs. Cette éducation, après, a été testée, toujours en laboratoire, c'est la dia suivante, avec 2400 patients. Donc, c'est juste, moi, je vois, à mon avis, pas la bonne dia. Voilà, parfait. Donc, 2400 patients qui ont été testés, excusez-moi, l'intelligence artificielle a été mise en concurrence avec 9 médecins. Ils devaient décider si le patient était en exacerbation ou non et s'il devait aller aux urgences ou non. La machine montre un meilleur résultat que nos médecins par rapport au consensus. La machine, c'est-à-dire qu'elle va plus souvent avoir raison pour savoir si le patient est en exacerbation ou non, et plus souvent avoir raison s'il faut l'envoyer aux urgences ou non. Les auteurs, d'ailleurs, disent que la machine ne va jamais mettre un patient en danger, qui va plutôt l'envoyer trop vite aux urgences. Qui demande aussi peut-être si une des dérives ne sera pas que la machine sera trop sensible, et donc on va finalement avoir, de manière paradoxale, plus de patients à cause de l'intelligence artificielle. Donc cet exemple pour moi est intéressant parce qu'on voit sur la dia suivante l'intérêt qu'on a en termes précliniques, c'est-à-dire que la machine va nous donner les valeurs qui lui semblent les plus importantes. Ici, ils n'ont pas réinventé la roue parce que c'est des données qu'on connaissait déjà. Néanmoins, le fait de coordonner les 31 paramètres, c'est ça qui apparemment serait meilleur que les médecins qui ne savent évidemment pas coordonner autant de paramètres, et donc pourrait également nous apporter une aide clinique sur le terrain. Ici, par exemple, on aurait pu augmenter l'intelligence artificielle d'autosurveillance par ce genre de dispositif, mais signalons que ce genre d'étude, en tout cas celle-là, n'a pas encore de validation clinique, ce qui est pour ma part indispensable. Et donc, je termine sur cette dia pour laisser la place à mon collègue. Voilà, maintenant, je pense que vous m'entendez. OK, hop, et on recommence. Voilà. Pour le dire directement, le Code de déontologie médicale belge commenté dispose que la téléconsultation est autorisée à la condition que le médecin dispose d'un matériel qui soit adapté et qui offre les garanties de qualité et de confidentialité sur des plans qui soient techniques et fonctionnels. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le GDPR, ou RGPD en français, s'applique au cadre de la télémédecine et plus globalement en fait, aux pratiques médicales, indépendamment même de toute dématérialisation. Pour utiliser la terminologie du GDPR, les médecins sont ce qu'on appelle les data controllers, donc ceux qui sont responsables du traitement des données et qui vont définir les finalités et les moyens du traitement. Le patient, quant à lui, c'est le data subject, étrangement traduit en français par personne concernée. Les données concernant la santé sont quant à elles définies comme étant les données concernant la santé physique que psychologique, mentale, actuelle, passée ou future, révélant des informations sur l'état de santé du patient, en ce compris donc la prestation de services de soins de santé, les tests, examens du corps, diagnostics, etc. etc. C'est donc une définition qui est particulièrement large. À titre d'exemple, le groupe de travail article 29, qui a désormais changé de nom, hein, qui est
l'autorité de surveillance désormais au niveau européen de la protection des données, exemplifiait un cas de radiographie disposant d'une pathologie relativement rare, associée au prénom uniquement du patient. Le problème, c'est que le prénom lui-même est une première donnée associée à la radiographie. Il a été possible de réidentifier la personne concernée par la radiographie, et donc on a considéré que cette radiographie était une donnée personnelle au sens du règlement européen. Donc, premier souci, c'est que l'article 9 du GDPR interdit le traitement des données dites sensibles, et parmi les données dites sensibles, on retrouve notamment les données médicales. C'est une interdiction de principe que l'on peut lever sous certaines exceptions, et notamment le consentement explicite du patient ou la sauvegarde, la nécessité du traitement dû à la sauvegarde des intérêts vitaux de celui-ci, ou, et heureusement pour les médecins, si le traitement est nécessaire aux fins de la médecine préventive, médecine du travail ou de diagnostics médicaux. Deuxième paragraphe de l'article 9. L'identification d'une exception à l'interdiction de principe ne signifie toutefois pas que vous avez l'autorisation de traiter ces données au sens du GDPR. Encore faut-il identifier une base légale sur laquelle vous allez pouvoir justifier le traitement de ces données. Ces bases légales sont prévues à l'article 6, et c'est donc bien une lecture combinatoire des articles 6 et 9 que vous devez faire pour obtenir l'autorisation légale de traiter les données personnelles. Dans les faits, cela dit, la plupart du temps, si vous identifiez une exception au sens de l'article 9, paragraphe 2 du GDPR, vous allez tomber sur l'une des bases légales de l'article 6, dès lors que ces articles se recoupent presque totalement, je dis bien presque. C'est donc une analyse au cas par cas qui devrait être faite pour vérifier que vous êtes bien donc dans une des bases légales justifiant le traitement. Notons toutefois qu'une fois que vous avez identifié une base légale, vous ne pouvez plus en changer. Ce qui fait que si vous décidez de vous fixer sur le consentement du patient pour justifier le traitement des données personnelles, si le patient décide de retirer son consentement, eh bien vous êtes coincé. Vous ne pouvez pas après décider de justifier sur la nécessité de sauvegarde de ses intérêts vitaux ou des intérêts vitaux d'une tierce personne ou d'une obligation légale imposée par le droit national. Alors, justement, ce consentement, quel est-il? Il doit être éclairé, explicite et donné librement. Éclairé, cela signifie que vous allez devoir informer le patient d'un certain nombre d'informations pour qu'il puisse exercer un contrôle qui ne soit pas illusoire sur ses données personnelles. Quant à dire qu'il est explicite, cela signifie qu'il ne doit pas être inclus dans un autre document juridique. Autrement dit, en ce qui concerne l'acte médical, deux consentements doivent être requis. Le consentement du patient pour l'acte médical en tant que tel, en vertu du droit médical et biomédical auquel vous êtes confrontés tous les jours, et le consentement du patient pour le traitement de ces données personnelles. Et ce consentement, je le dis bien, doit être explicite. Donc, vous ne pouvez pas déduire du consentement du patient donné au traitement de l'acte médical le consentement pour le traitement de ces données personnelles. Vient ensuite donc l'adverbe librement, signifie en pur droit une manifestation libre de volonté. Cette exigence rend caduc tout consentement obtenu dans le cadre d'un déséquilibre des rapports de force. La question étant de savoir si, dès lors qu'il existe une asymétrie d'information entre le patient et son médecin, si cette asymétrie d'information empêche en fait l'utilisation du consentement comme étant la base légale justifiant le traitement des données personnelles, simplement parce que le consentement ne serait pas donné de façon libre. C'est le cas par exemple dans le cadre d'une relation de travail. Le consentement n'est jamais libre lorsqu'il est donné par un employé vis-à-vis de son employeur. Il a toutefois, en ce qui vous concerne, été décidé que l'asymétrie d'information en tant que telle n'était pas une condition permettant de justifier le caractère vicié du consentement. Malgré l'asymétrie d'information qui unit la relation patient-médecin, le consentement donné par le patient sera quand même libre. Toutefois, il pourrait y avoir un problème au niveau des conséquences du refus de donner le consentement. Et pour en revenir à ce que le professeur Cole expliquait justement sur les dossiers informatisés, par exemple, le groupe de travail article 29 a bien précisé que lorsque la situation médicale exige nécessairement et inévitablement que le praticien de la santé traite
des données médicales dans le contexte de la base de données en tant que telle, il est trompeur que ce praticien cherche à légitimer ce traitement par le consentement. Donc, à cet égard, vous n'allez pas pouvoir utiliser le consentement pour justifier le traitement des données personnelles médicales, et donc utiliser une autre base légale prévue à l'article 6, notamment par exemple l'exécution du contrat qui vous unit, contrat ou prestation de service qui vous unit donc au patient. Par définition, si vous voulez le soigner, il faut bien récolter ces données personnelles médicales, sinon votre métier est un peu moribond, ce qui n'est pas le cas, heureusement. L'obligation du responsable du traitement, donc les obligations du médecin sont de mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque. C'est par exemple la pseudonymisation, le chiffrement des données ou la mise en place d'une procédure visant à tester, analyser, etc. Les mesures techniques mises en place, donc une espèce de boucle rétroactive permettant d'assurer la sécurité de votre dispositif IT. Dans les faits, cela dit, ces mesures ne sont pas à charge du médecin, mais de son sous-traitant. Et c'est une mesure qui est de plus en plus appliquée dès lors que le cloud computing devient la norme en matière de traitement des données médicales. Les mesures de sécurité doivent être mises en place dès la conception et par défaut, donc ne peuvent pas être ajoutées ex post. Alors le sous-traitant qui est, c'est la personne physique ou morale, autorité publique ou service, qui va traiter pour vous les données personnelles et qui n'intervient pas au niveau de la définition du traitement. Prenons un exemple très concret. Le médecin hospitalier n'est pas le sous-traitant vis-à-vis de la structure hospitalière, dès lors qu'il ne répond pas à cette condition de non-définition du traitement des données. Vous serez tous les deux, à la fois la structure hospitalière et le médecin hospitalier, considérés comme responsables de traitement. Le responsable du traitement a également l'obligation de notifier à l'autorité de protection des données belge, l'APD, toute fuite de données qui surviendrait malgré la mise en place des mesures de sécurité. Alors, question qui vous concerne directement, faut-il ou non nommer un délégué à la protection de données personnelles, ce qu'on appelle le DPO en anglais? La réponse est affirmative si les activités de base du responsable du traitement, donc du médecin ou de son sous-traitant, consistent en un traitement à grande échelle des données liées à la santé. En l'occurrence, donc, le médecin généraliste échappe à cette obligation de nommer un délégué à la protection des données, heureusement, puisque ça a un certain coût, un coût de compliance. Ce n'est pas le cas des hôpitaux, par contre, qui, eux, doivent évidemment nommer un DPO. Alors, tout ceci nous amène, si les slides veulent bien fonctionner, voilà, aux droits des patients, que je ne fais qu'ici qu'énumérer. Droit d'information, droit d'accès, rectification, droit à l'oubli, limitation au traitement, portabilité des données, s'opposer au traitement et ne pas être soumis à des décisions individuelles automatisées. Je reviendrai sur certains d'entre eux plus tard dans l'exposé. Je voudrais juste ici préciser les sanctions en cas de non-respect du GDPR. Lorsqu'il est entré en vigueur en 2018, ça a fait bondir plusieurs personnes puisque les sanctions sont fixées à un maximum de 4% du chiffre d'affaires ou 20 millions d'euros, le montant le plus élevé étant à retenir. Ce sont des maxima, donc ce sont des montants à relativiser. Bien évidemment, on ne va pas imposer une sanction de 20 millions d'euros à un médecin généraliste pour lequel une fuite de données aurait lieu. Par ailleurs, le GDPR précise bien que lorsque le responsable du traitement est une personne physique, la sanction peut être remplacée par un simple rappel à l'ordre. Donc, pas de sanction pécuniaire, simplement, attention, vous devriez plutôt adapter la sécurité de vos données personnelles de telle sorte. Donc, pas besoin de fermer boutique en prévision d'une infraction au GDPR. Évidemment, l'infraction et la sanction pécuniaire derrière doit être proportionnée à votre activité. Donc, 4% de chiffre d'affaires, 20 millions d'euros sont vraiment des maximums qui ne seront évidemment pas appliqués en l'occurrence et qui concernent plutôt les entreprises au sens plus large, donc structure hospitalière. Toutefois, et j'attire bien l'attention à cet égard, le GDPR utilise la terminologie du droit de la concurrence pour désigner la définition de l'entreprise. Et en droit de la concurrence, en tout cas en droit européen de la concurrence, selon une jurisprudence constante établie depuis des années par la Cour de justice de l'Union européenne, une entreprise, c'est toute entité exerçant une activité économique indépendamment de la qualification juridique. Donc le médecin est une entreprise au sens du droit de la concurrence, donc le médecin est soumis au règlement sur la protection des données personnelles. Je vais maintenant rendre la parole, si je ne m'abuse, à Jean-Baptiste.
à nouveau, si les slides le veulent bien, pour discuter des biais cognitifs. Jean-Baptiste, je te rends déjà la parole le temps que Ok, ça fonctionne. c'est bien, je vois qu'il n'y a pas que moi qui ai des problèmes techniques. Donc, on a voulu parler des biais cognitifs. Déjà, c'est un petit peu plus léger peut-être que les lourdes informations liées au développement de l'intelligence artificielle et à la télémédecine, mais on avait envie de parler de ce sujet-là parce qu'on pense qu'également l'intelligence artificielle va avoir un effet éventuellement assez important, peut-être plus important que ce qu'on pense. Et c'est un sujet qui est souvent, je trouve, assez peu développé dans les différents congrès, notamment qui parlent du sujet. Je commence par définir le biais cognitif, qui est une distorsion dans le traitement d'une information, notamment suite aux préjugés éventuellement acquis ou innés qu'on a tous, les préjugés sociaux et culturels, des erreurs d'appréciation des statistiques et parfois de mathématiques avec l'environnement qui peut également nous perturber, que ce soit en fin de consultation quand on est fatigué ou quand il y a du bruit. Une équipe à nouveau américaine estime, c'est leur estimation, je ne sais pas si elle est vérifiable, que 75% des erreurs commises ici en médecine interne seraient d'origine cognitive, ce qui est quand même assez important et pointe une de nos faiblesses en tant que médecin. J'ai voulu mettre en exemple quelques types de biais qui me semblent le plus important, en tout cas le plus fréquent en termes dans notre pratique du quotidien, c'est notamment le biais de disponibilité. On a tendance, les étudiants également, à penser plus vite à ce qu'on vient de vivre ou ce qu'on vient d'étudier, malgré parfois l'oubli de fréquences de base, c'est-à-dire l'oubli de statistiques très faibles, notamment dans des maladies très rares où on a parfois un peu trop envie de les trouver et le cerveau, en plus, a du mal à s'imaginer les petites statistiques, notamment en dessous de 1 sur 10 000. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi qu'on joue au loto, c'est parce qu'on a du mal à estimer les petites fréquences. L'excès de confiance aussi qui peut parfois poser des erreurs, notamment quand on a trop confiance à son examen clinique et qu'on ne pousse pas assez loin nos activités nos examens complémentaires. Et quelque chose qu'on voit aussi beaucoup à l'hôpital quand il y a différents intervenants, c'est la dynamique de diagnostic, c'est-à-dire on établit un plan de diagnostic et on a tendance, quand c'est un collègue qui a déjà établi le plan, c'est de ne pas le modifier alors qu'il l'aurait fait probablement lui-même suite à des nouveaux éléments. Et ça, l'intelligence artificielle, elle va pouvoir nous éclairer par rapport à tout ça parce qu'elle n'aura pas ce genre de préjugés ou d'acquis qui va poser ce genre de problème. A contrario, on va avoir aussi des biais qui vont se mettre en place à cause de l'intelligence artificielle. Là, je laisse Jérôme développer. Ici, je vais jouer l'avocat du diable, en réalité, puisque en fait, je suis particulièrement d'accord avec tout ce que Jean-Baptiste vient de dire. Mais bon, une fois n'est pas coutume. Comme le disait Delphine, les bénéfices de l'intelligence artificielle sont le miroir direct de ses défauts et inversement. Et donc, c'est également sur un biais cognitif que j'aimerais ici insister, qu'on appelle le biais de l'automatisation. Qui est défini comme étant la tendance irrationnelle d'un opérateur humain à accepter le biais fondé d'une décision automatisée pour plusieurs raisons. La première, c'est le coût de la discrétion. Vous allez devoir, donc imaginons, vous avez un système de recommandation médicale, le système de recommandation vous indique que le bon diagnostic est le diagnostic A. En tant que médecin, vous n'êtes pas d'accord, vous allez devoir justifier pourquoi vous n'êtes pas d'accord et pourquoi vous préférez le diagnostic B. Sans le système de recommandation, cette justification est relativement facile à faire, relativement rapide. Avec le système de recommandation, vous allez devoir expliquer pourquoi A n'est pas bon et pourquoi B a votre préférence, ce qui est particulièrement chronophage. Et surtout, ça entraîne une question, un biais en fait au niveau de la responsabilité. Statistiquement parlant, l'intelligence artificielle aura plus souvent raison que tort. Et donc, l'opérateur humain pourrait avoir cette tendance de dire, mais et si c'est moi qui me trompais? Je suis convaincu que le diagnostic B est bon, mais statistiquement parlant, il y a aussi une possibilité que je me trompe personnellement. Et c'est ça, le biais de l'automatisation. Et ça pose évidemment un problème évident d'erreurs de type 1 et 2, donc les fameux faux positifs et faux négatifs. Les conséquences d'une erreur de type 1 sont
sont intéressantes. Un faux positif, vous allez chercher absolument un problème là où il n'y en a pas. Et ça va vous faire perdre du temps, éventuellement poser un traitement à un patient qui ne devrait pas recevoir ce traitement. Le faux négatif est tout aussi dangereux dès lors qu'en réalité, vous n'allez pas soigner le problème. Vous allez partir sur une hypothèse qui est sur un diagnostic qui sera erroné, ou simplement dire qu'il n'y a pas de problème et qu'aucune pathologie n'est à identifier dans le chef du patient, ce qui est évidemment un problème au niveau médical. Enfin, au niveau du système de recommandation, et ça c'est vraiment ce qui est au cœur de mes recherches doctorales, c'est cette idée de prophétie autoréalisatrice. Si le système de recommandation utilise la recommandation donnée en un temps T comme donnée de base pour sa recommandation en un temps T plus 1, vous allez avoir une boucle de rétroaction qui va avoir tendance à s'auto-renforcer, d'où l'idée de prophétie autoréalisatrice, dès lors que la recommandation au niveau T plus 1 se basera sur la recommandation au niveau T, et T plus 2 sur T plus 1, etc. etc., etc. Ça, évidemment, ça pose un gros souci. Certains juristes ont utilisé d'ailleurs le problème, ils ont appelé ça le problème Netflix. Si vous avez tendance à regarder des séries policières sur Netflix, eh bien l'algorithme de recommandation va vous conseiller de ne regarder que ça, simplement parce que c'est basé sur votre historique. Là où ça ne pose pas trop de problèmes sur les séries télévisées, ça peut évidemment devenir dramatique dans le cadre de la médecine. Il existe, cela dit, des solutions au biais de l'automatisation, et notamment des solutions à trouver au niveau du droit de la responsabilité. Pourquoi? Simplement parce que si la crainte du médecin qui est de dire « j'ai peur qu'on me reproche de ne pas avoir suivi la recommandation », donc être en plein dans le biais de l'automatisation, l'inverse est également vrai, dès lors que le médecin a l'obligation légale de s'assurer que son diagnostic est le bon. Ce n'est pas une obligation de résultat, évidemment, un médecin a le droit à l'erreur. Mais il doit à tout le moins effectuer cette vérification. Et s'il ne l'effectue pas, il sera responsable. Si j'ai diagnostiqué simplement parce que la machine m'a dit que c'était le bon diagnostic, ce n'est évidemment pas suffisant comme justification pour se couvrir au niveau de sa responsabilité. Deuxième solution, et c'est totalement lié, c'est l'idée de l'exigence de contrôle humain et d'action humaine, en anglais « Human Agency and Oversight », qui sont des exigences qu'on retrouve depuis 2018 sur le travail du groupe d'experts de haut niveau sur l'intelligence artificielle au niveau européen. Exigences qui ont été récemment cristallisées par la proposition de règlement sur l'intelligence artificielle d'avril 2021. Et cette proposition est particulièrement intéressante pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle répond aux erreurs de type 1 et 2. Elle précise, articles 13, 14 et 15, que le médecin se doit de recevoir de la part du développeur de l'intelligence artificielle, et vous voyez ici un changement de paradigme, la responsabilité au niveau du GDPR reposait sur le médecin, maintenant c'est le développeur qui doit fournir au médecin les informations. Donc, dialogue entre ingénieur-médecin d'une part et puis médecin-patient d'autre part. Donc cet ingénieur doit fournir au médecin ce qu'on appelle une notice explicative de l'outil qu'il va utiliser, et cette notice doit comprendre les informations qui lui permettront de pouvoir remettre en question le fonctionnement de son système de recommandation. Et par ailleurs, deuxième exigence, le système en lui-même doit être conçu de telle sorte que les recommandations ne soient pas réutilisées par la suite comme input dans la machine. Ce qui fait que vous allez avoir une atténuation de cette idée de prophétie autoréalisatrice dans le cadre du système de recommandation médicale. Petit point à préciser, cette proposition de règlement sur l'intelligence artificielle n'est pas encore entrée en vigueur. Elle devrait l'être au premier semestre 2023, donc on a encore le temps de voir venir, mais elle cite déjà les dispositifs médicaux comme étant compris dans son champ d'application. Donc lorsqu'elle entrera en vigueur, ce que je vais vous expliquer s'appliquera directement aux pratiques médicales.
Voilà. Pour terminer ce que je souhaitais dire au niveau de la télémédecine et de l'intelligence artificielle, certains ont également relevé, dans le cadre de la dématérialisation des pratiques médicales, un risque de déshumanisation de la relation qui unit le patient et le médecin. C'est une opinion que je ne partage pas, pour plusieurs raisons. D'abord, d'un point de vue juridique, il existe des garde-fous. La première, c'est donc la loi de 2015. Pour pouvoir exercer la médecine, la personne qui l'exerce doit disposer d'un diplôme reconnu par le droit national belge. Excite donc le fantasme du robot médecin qui va de façon totalement autonome vous soigner et remplacer votre médecin généraliste. Évidemment, ce serait d'une part techniquement actuellement impossible et d'autre part totalement illégal. Cela constituerait un exercice illégal de la médecine. Premier garde-fou. Donc, deuxième garde-fou, c'est le droit à l'autodétermination et l'intégrité physique qu'on retrouve dans la Convention européenne des droits de l'homme, dans la Charte des droits fondamentaux et dans une certaine mesure dans la Convention Oviedo sur la bioéthique, bien que la Belgique n'ait pas été un signataire de cette convention. Le patient, comme je vous l'ai dit, a droit à l'autodétermination de lui-même. Hein. Il est maître de son corps et de son esprit. Ce qui fait que vous devez requérir son consentement dans le cadre de tout acte médical que vous poseriez. Ce qui implique, loi de 2002, cette fois-ci sur les droits du patient, que vous devez communiquer avec lui et lui fournir toutes les informations pertinentes. Cette communication a lieu en principe oralement, sauf si vous décidez, exception, d'y déroger, de le faire par écrit, mais cette communication par écrit ne pourra se faire qu'avec l'accord express du patient. Donc, on garde un dialogue. De même, donc, au niveau du consentement dont j'ai déjà parlé. Du coup, la dématérialisation n'impactera pas le colloque singulier, puisque le dialogue est maintenu. Alors certes, il y a la possibilité que ce dialogue ait lieu en ligne, et toutefois, le patient a le droit, toujours, de demander un contact physique. S'il n'a pas envie de passer par un traitement en ligne, par une visio, il a le droit de demander un contact physique avec son médecin traitant. Donc, si ça rassure sur la présence du colloque singulier, ça ne dit rien de la qualité de celle-ci, donc du risque vraiment de déshumanisation. Et c'est là que le code de déontologie médicale et le code de déontologie médicale commenté belge apportent quelques pistes de réflexion, puisqu'il dispose que la pratique médicale requiert du savoir-faire, mais également du savoir-être, que le médecin doit accorder une place centrale aux patients. On a quitté depuis le milieu du 19e siècle, peut-être même du 20e, l'idée du paternalisme en médecine. Maintenant, la médecine, ce n'est pas le médecin qui impose le traitement malgré le patient, mais bien un dialogue avec le patient. Il est vraiment au centre. Et donc, le médecin va devoir veiller également au bien-être de celui-ci et adopter une attitude empathique, attentive et respectueuse en se donnant le temps de l'écoute. À ce niveau-là, donc toutes ces obligations, évidemment, ne sont pas uniquement appliquées au cas de la télémédecine, ce sont déjà des obligations déontologiques auxquelles les médecins sont soumis, et le caractère dématérialisant du préfixe télé, télémédecine, ne change rien au fait que vous êtes toujours soumis à votre propre code de déontologie, et donc le risque de déshumanisation en est forcément réduit. Et alors, à mon sens, la clé de voûte de cette protection se trouve dans plusieurs avis rendus par l'Ordre des médecins belges, qui dispose notamment que la téléconsultation nécessite que le médecin connaisse le patient et que la consultation en présence demeure la meilleure pratique. Et ce n'est que si donc, vous connaissez le patient et si vous lui demandez, vous réfléchissez un peu, est-ce que la téléconsultation est adaptée dans le cadre de la relation qui vous unit à lui, que ça répond à ses attentes, à ses besoins au regard du colloque singulier qui vous unit, qu'alors vous pourrez passer à la téléconsultation. Je rends la parole à Jean-Baptiste pour un premier essai de conclusion. Pour moi, avant de passer à la dernière diade, Jérôme, par rapport à la conclusion de mon point de vue médical, la télémédecine et l'intelligence artificielle ont beaucoup de choses à nous offrir, mais par contre, ils doivent encore gagner notre confiance. Moi, je veux qu'elles prouvent leur efficacité, notamment par des larges études cliniques sur le terrain. Il faut que l'intelligence artificielle continue à s'adapter, notamment aux différentes populations, aux différentes modifications de l'environnement.
environnement. Par exemple, une intelligence artificielle développée aux États-Unis, moi, je voudrais qu'elle soit éventuellement, ou en Asie, je voudrais qu'elle soit testée en Europe avant de la mettre en œuvre pour mes patients. Il faut que les différents acteurs se coordonnent, notamment pour que ça aille dans les deux sens, qu'on récolte les données qui sont envoyées aux développeurs, etc. Et que les développeurs se coordonnent avec nous pour faire des programmes qui soient le plus utilisables dans notre quotidien. On doit, en tant qu'humain, connaître les forces et faiblesses de la machine et les différents biais que ça entraîne, comme m'a expliqué Jérôme, pour avoir la meilleure collaboration possible. Et là, je presse un peu pour ma paroisse, mais je pense que je pense que la décision finale doit rester aux mains des cliniciens et dans leur interaction avec leurs patients. Donc, je pense qu'il faut vraiment rester critique face à ces nouvelles technologies parce qu'elles seront comme nous, elles seront imparfaites. En ce qui me concerne, et rejoignant évidemment totalement l'avis de mon collègue, la télémédecine et plus globalement les technologies digitales sont ce que le philosophe français Bernard Stiegler, qui analysait Platon, qualifiait de pharmaca, c'est-à-dire à la fois poison et antidote. C'est, si vous me le permettez, une bonne nouvelle pour le médecin, puisque si les bénéfices de la télémédecine et de l'intelligence artificielle appliquées aux soins de santé dépendent d'un exercice quasi posologique entre le caractère poison et le caractère antidote de la technologie, et c'est un exercice auquel vous êtes particulièrement habitué, et comme je l'ai dit, en ce qui me concerne, le risque de déshumanisation d'une relation patient-médecin quand elle est dématérialisée, c'est un faux risque. Il existe suffisamment de garde-fous juridiques, tant au niveau national qu'au niveau européen, et également dans le code de déontologie médicale belge, pour éviter que les technologies numériques ne constituent une espèce de nouveau lit de Procuste dans lequel nous étirerions le patient pour correspondre à ce que la technologie attend de lui, plutôt de modifier la technologie pour qu'elle s'adapte à une relation qui unit déjà le médecin au patient. Je vous remercie. Merci à tous les deux pour ce partage de points de vue terrain juridique. Je vais proposer à Philippe Cole de dire un petit mot de conclusion avant qu'on ouvre peut-être la séance de questions-réponses. Professeur Cole, vous venez d'assister comme nous à cet échange de points de vue. On a dit qu'on remettait le patient au centre, mais je me rends compte aussi que vous avez bien remis le médecin au centre finalement en lui réoctroyant vraiment la primauté sur la machine, je dirais. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Cole? Je pense que je ne peux que partager ce qui a été dit par mes deux collègues. C'est évident. Je pense que l'intelligence artificielle et la télémédecine vont séparément ou ensemble apporter toute une série d'éléments positifs à l'évolution de la médecine, comme d'autres progrès médicaux en ont apporté et en apporteront encore. Je pense que par rapport à la responsabilité, il faut raison garder, ça restera toujours le médecin qui doit être responsable de ses actes. C'est évident, on ne va pas condamner la machine ou Google ou qui on veut parce que il y a une erreur médicale. C'est à nous, médecins, à bien vérifier, à utiliser les bons algorithmes éventuellement ou à les vérifier dans certains moments. Je suis convaincu que l'intelligence artificielle, si elle est bien utilisée, apporte des éléments complémentaires. Et je crois que ça a été très bien résumé dans une des diapositives du docteur Duquesne qui mentionne les différents biais, hein, soit parce qu'on vient de voir une pathologie et alors qu'elle arrive extrêmement rarement, mais on va penser à celle-là et pas une autre, ou inversement, ou parce que l'on voit un patient à la suite d'un confrère qui a émis tel diagnostic, alors on continue dans ce sens-là, alors qu'il faut aller dans un autre sens et réouvrir le champ des investigations. Et que donc on fait tous des erreurs. Je suis personnellement convaincu que l'évolution du dossier patient informatisé, donc au CHU, on a entrepris une démarche de remplacement du DPI, on est à une phase de réflexion, de rencontre des fournisseurs possibles, donc on est à un horizon de remplacement
ou plutôt en 2025, on va dire, en termes de mise en place avec les procédures juridiques, marché public, etc., et que le prochain DPI doit inclure d'une manière ou d'une autre des processus d'aide à la décision. Alors, ça veut dire quoi des processus d'aide à la décision? Pour moi, ça veut dire un croisement entre des données qui sont des données du patient que l'on est en train de traiter, donc qui vont être extraites de manière rapide de son DPI, de ses résultats, de son imagerie, etc. Ce qu'on peut bien entendu faire en tant que médecin, mais si on a un dossier lourd, ça peut nous prendre un quart d'heure, une demi-heure. Et donc, l'intelligence artificielle permet d'aller très vite. Et là, on est dans la médecine personnalisée, c'est un aspect. Et d'autre part, de croiser cela, qui sont les données du patient, avec ce que les guidelines vont nous recommandent de faire dans tel ou tel cas. Il faut bien se souvenir que la plupart du temps, les guidelines, les recommandations dans le sens médical du terme, elles font appel à ce qu'on appelle la pyramide d'évidence. Et dans la pyramide d'évidence, au sommet de celle-ci, ce qu'on appelle le level A, le plus haut, est basé sur des randomized control trials, des études randomisées. Mais ces études randomisées, la plupart du temps, elles n'incluent qu'un petit pourcentage de patients, 5-10% souvent. Il y a les exceptions de ce qu'on appelle les études all-comers, etc. Et pourquoi est-ce qu'on n'inclut que quelques pourcents de patients? Parce que il y a énormément de critères d'exclusion pour justement essayer de cibler une population aussi homogène que possible. Et on va, à partir des résultats de ces randomized control trials, supposer que ces résultats s'appliquent à tout le monde, ce qui est en partie vrai, en partie pas vrai. Et donc là, c'est l'intérêt d'ajouter les données personnalisées du patient. Et donc à ce moment-là, l'intelligence artificielle, les processus d'aide à la décision doivent quelque part intégrer les deux. Et ça, on fait appel évidemment à une masse de données extrêmement importante. Alors vous me direz, c'est comme ça que le médecin doit travailler. Oui, mais ça prend énormément de temps pour chaque patient, évidemment. Donc voilà ce que je souhaiterais dire un petit peu à l'issue de ça. Et sur le plan juridique, je pense qu'on a les différents garde-fous que Jérôme a très bien résumés.